Aujourd'hui, du coup, on voulait parler du pouvoir de l'intention et pour une bonne raison, parce que justement, l'intention, c'est ce qui fait qu'on manifeste tout ce qu'on manifeste dans la matière. Donc, en tout état de cause, on s'est dit qu'on allait appeler une personne qui était très forte pour manifester des choses dans la matière, parce que c'est une superbe personne, déjà très belle à l'intérieur, mais aussi qui fait beaucoup de bien à plein de gens avec ses intentions, parce qu'elle fait du Reiki, elle fait du Laoshi, elle aide aussi, elle accompagne aussi les gens pour tout ce qui est sorti des addictions à son téléphone portable, ce qui est absolument génial. Donc on s'est dit qu'on allait inviter Anne-Sophie pour discuter avec nous sur ce pouvoir de l'intention. Voilà. Merci, merci les filles pour votre invitation. Je suis ravie de faire ce live avec vous ce matin, c'est super. Alors j'aimerais un petit peu qu'on démarre sur dans la vie, quand vous parlez d'intention, qu'est-ce qui est le point de démarrage de l'intention en fait pour vous quand je parlais aussi à Maud de comment vous lancez des actions dans la matière en fait. Vas-y, L- Anne-Sophie. Ouais, alors pour moi, le premier, ce sera, c'est une envie, une motivation, un élan du cœur. Je pense que c'est ça qui vient en premier. C'est d'abord un élan du cœur avant de passer justement à la concrétisation dans la matière. Ok. Et toi, Maud? Ça va être pareil en fait, c'est quand j'ai une petite fanfare à l'intérieur qui fait tu, cette idée-là, on y va. Ah, c'est marrant parce que moi, au niveau des intentions, quand moi je démarre quelque chose, c'est parce que quelque chose me casse les pieds. Genre vraiment, il faut quelque chose m'use à un point où je suis tellement usée, je suis tellement saoulée d'une chose que là, tout d'un coup, il y a une intention qui démarre. Et en fait, ça part un état d'être où justement, c'est pas un élan du cœur, c'est un élan du cul, quoi. Entre guillemets, ça me casse les pieds à un point tellement intense qu'il faut que je me bouge, en fait. C'est un peu ce côté de, je lance pas une intention juste sur ma volonté, je lance une intention sur arrêter d'aller contre ma volonté. Le côté verso, ça, le côté on va révolutionner ce qui nous casse les pieds. Je pense qu'il y a un peu de ça, effectivement, ça peut être intéressant, forcément. Et du coup, lorsque vous faites une intention, donc vous avez une intention qui vous anime et qui vous fait bouger un petit peu en avant, comment vous voyez votre intention en fait se manifester dans la matière? Moi, je vois beaucoup, enfin, je visualise en fait Mhm. l'intention. Et en fait, surtout, enfin, moi, je suis une grande fonceuse et pour moi, c'est passer à l'action. Ça va être vraiment mon mot d'ordre. Je fais de la manifestation dans l'invisible, tout ça. Mais en fait, pour moi, c'est indispensable concrètement de mettre des choses en place. Alors, ça va pas toujours dans un sens très logique. Des fois, ça part un peu dans tous les sens, mais peu importe. En tout cas, il y a une, enfin, quelque chose de concret qui sort pour arriver à cette intention, même si des fois ça semble un peu décalé, mais peu importe. C'est un peu une intention éparpillée, ce que tu dis. Ouais, moi, ça part souvent comme ça, carrément. Ok. Et toi, Maud? Alors moi, ça va être un peu de la gestion de projet interne. C'est-à-dire qu'en fait, comme on dit, ça va partir d'une envie de concrétiser quelque chose avec passion, quelque chose qui me passionne ou qui me fait vibrer. Et après, ça va être, comme tu disais, Anne-Sophie, le fait de mettre en place des actions concrètes pour aller vers ce qui est devenu un objectif. Et j'avoue que quand il y a un peu de résistance et d'obstacles, il y a une partie de moi que ça amuse. Tu vois, ce côté, allez, là, quelles sont les solutions pour atteindre ce que je veux atteindre. Et ça devient un peu, entre guillemets, un jeu. Ah, c'est intéressant. Moi, je suis vraiment en mode où c'est un peu l'expression pace yourself, c'est-à-dire qu'en fait, comme j'ai pas beaucoup d'énergie, que je suis pas une nana qui peut aller dans 50 directions, quand je lance une intention, j'essaie de le découper en plein de micro-tâches déjà pour être sûre de pouvoir caler certaines choses que je pourrais faire, mais aussi j'avance pour moi qui va piano va sano comme tu dis, hein, c'est qui va on va lentement, on va sainement. Je peux pas faire un truc opération coup de poing. Il y a vraiment une tentative de faire bouger les choses quand mes intentions se mettent en place de attention, t'enflamme pas. Parce que si je m'enflamme, je sais que de toute manière, le soufflet il va retomber très vite. Alors que si je fais quelque chose à petite dose, petit à petit, en avançant lentement, là, je vais avoir plus de résultats parce que je vais tenir beaucoup mieux sur la durée. Il y aura beaucoup plus d'endurance, en fait, de ma part.
Est-ce que tu penses que c'est lié un peu au human design et un peu au type d'énergie qui va avec, hein? Ouais, je pense que mon profil en human design qui est projecteur, il est comme ça et il est limité en énergie. C'est vrai qu'il y a un petit peu de ça dans le profil de projecteur en human design. Je pense qu'il y a un peu de ça. Mais je pense que c'est aussi le fait de j'ai tellement envie de faire plein de choses dans ma vie et je pense que là vous allez vous reconnaître toutes les deux aussi parce que je vous connais un petit peu et je sais que vous avez envie de faire plein de choses. J'ai envie de faire plein de choses au point où moi aussi j'ai peur de cet éparpillement. Et justement, quand on a peu d'énergie, je pense que c'est encore plus terrorisant l'éparpillement parce que justement, on termine pas ce qu'on a commencé. Et moi, j'ai une obsession. Il faut que je termine ce que j'ai commencé. Du coup, je peux me rester bloquée. En fait, mon intention, c'est de terminer. Il faut que je termine. J'ai commencé un projet, il faut que je le termine. Et à la fin, je peux m'épuiser rapidement sur un projet, alors que, en fait, j'avais envie de le faire, ce projet. Qu'est-ce que vous faites toutes les deux quand vous avez besoin de retrouver de l'énergie? Ah, très bonne question. C'est un peu ma question passion du moment, celle-là. Moi, quand j'ai besoin de retrouver de l'énergie, j'ai plein d'outils. Souvent, je pratique le yoga. Je sais que moi, c'est un des trucs super qui me recharge, rebooste en énergie, peu importe la forme de yoga, je m'en moque. Je fais aussi beaucoup d'auto-soins, Reiki ou Laochi, le fait de prendre un temps pour moi, de poser les mains sur mon corps en fonction de là où je sens que j'en ai besoin. Je sens que ça me recharge en énergie. Et puis après, je vais dire aussi deux autres trucs, parce qu'après, je pourrais en dire 150, mais c'est pas l'objet. Ce que j'adore aussi, c'est aller me promener dans la nature. Alors après, j'habite en plein Paris, donc je fais comme je peux. Donc je vais au parc des Buttes-Chaumont qui est à côté de chez moi et donc j'y vais très très souvent pour me ressourcer, me redonner de l'énergie, tout ça. Et le dernier point que je voulais proposer, que je fais souvent, moi, c'est cuisiner. J'adore cuisiner. Je trouve que c'est une activité où je sens, moi, que je suis vraiment super connectée à l'instant présent. Et donc, les activités où je suis connectée à l'instant présent et où c'est moins tout, comme ça, là, dans tous les sens, ça m'aide justement à retrouver de l'énergie et à pouvoir être plus en forme derrière. Ça sent Maud. Alors moi, ce que je vais faire, je me rends compte en fait que je suis quelqu'un d'extraverti, ça je le savais, et du coup je me rends compte que être chez moi, me reposer, dormir, ça va me redonner l'énergie, mais c'est pas ce qui va me réanimer mon feu intérieur. Du coup, ça va être plutôt voir des amis, rigoler, faire les choses qui me font plaisir, aller dans la forêt, et aller aussi dans la forêt avec cette âme d'enfant de Martine de la forêt, est-ce que vous êtes chaud? Les Voilà, randonnées de Maud sont toujours intéressantes. et avec Martine aussi et son extra vision. Effectivement, et donc du coup, c'est cette notion de prendre en fait, de laisser cette âme d'enfant en fait s'exprimer parce que quand on est en séance avec des clients ou quand on est dans des choses plus logistiques de sa vie, c'est pas là où cette âme d'enfant va s'exprimer, hein, ou c'est pas forcément le moment. Et du coup, voilà, lui laisser de l'expression en fait, et dans mon cas, une expression extravertie, donc se connecter à ses amis, aux gens qu'on aime, à la famille bien sûr, et puis aussi comment dire, à cette nature qui est notre famille essentielle aussi. Alors, ceux qui sont en train de regarder le live, vous pouvez commenter aussi avec qu'est-ce qui vous donne de l'énergie, hein, si vous avez envie. Moi, ce qui me donne de l'énergie, je me retrouve beaucoup dans ce que dit Anne-Sophie. J'aime beaucoup ce côté prendre du temps pour soi. Alors moi, c'est pas du yoga, c'est faire de l'exercice au sens large. Alors, peu importe le type d'exercice, au moins faire de l'exercice. C'est-à-dire contrairement à ce qu'on croit, c'est quand on est fatigué. Commencer par faire de l'exercice, moi, ça me redonne de l'énergie, ce qui est assez dingue. La deuxième, faire la cuisine, évidemment. Alors ça, j'adore nourrir les gens. J'adore manger aussi. Ça, c'est un peu mon grand thème à moi. J'aime vraiment beaucoup manger, donc je pense que ça fait partie des trucs qui me donnent de l'énergie. Et alors, ça va paraître vraiment genre hyper bateau, mais moi, si je dors pas assez, j'ai pas d'énergie. Du coup, quand j'ai pas d'énergie, je renonce. J'arrête de me battre, je vais dormir, je fais une sieste, peu importe. Et une fois que j'ai fait une sieste, après, je peux repartir et je peux me redonner du peps. Donc, je suis assez d'accord avec le côté faire de l'énergie en mode un peu dynamique. J'aime bien ce côté, et puis évidemment la nature, un petit peu comme Anne-Sophie, c'est un peu la même chose. Moi, j'ai un truc aussi, c'est faire des activités avec mes mains, c'est-à-dire ébénisterie, faire des coloriages, faire du tricot, faire des choses en fait qui me permettent de produire quelque chose. Ça me donne de l'énergie parce que pendant ce temps-là, je gamberge pas. Je suis en mode vraiment, mon cerveau, il est
focalisé dans l'instant présent, justement, dans ce que je suis en train de faire. Et en même temps, il a quand même cette capacité à pouvoir réfléchir à tout ce que j'ai envie de faire. Je suis en train de créer. En fait, par exemple, quand je fais du tricot, petit à petit, à chaque maille, je fais une intention. Il y a quelque chose qui se crée, en fait. Et c'est pour ça que j'aimais bien ce sujet de l'intention parce que je sais à quel point il y a des tas de gens aujourd'hui qui ont envie de manifester des choses dans leur vie, qui sont assez frustrés de la vie dans laquelle ils sont et qui ont envie, en fait, de pouvoir avoir la possibilité de construire quelque chose. Et pour construire quelque chose, c'est bien beau de rêver, mais l'intention, je pense que c'est quelque chose qui s'inscrit dans l'action. Et du coup, dans lequel il faut passer à l'action. Vous êtes d'accord avec ça? À Tout à fait. fond. Tout à fait. Et si je me permets de donner juste l'angle feng shui par rapport à ça, en fait, la maison, quelque part, c'est la matérialisation de nos intentions. C'est-à-dire qu'à un moment, on a eu l'intention d'acheter, ou on a eu l'intention de louer un type d'appartement, de maison et autres, donc on l'a manifesté, que ce soit consciemment ou inconsciemment. Si vous voulez, on pourra parler de ça aussi, mais la question de l'intention est de mettre de la conscience dans quelles sont vraiment nos intentions. Et en Feng Shui, on va aussi utiliser la maison en conscience pour faire en sorte que nos intentions prennent vie. C'est-à-dire qu'on va pouvoir, pas à pas, jour après jour, construire un peu la maison de nos rêves. Et tu l'as dit, Martine, en parlant du fait de faire de ses mains, de matérialiser les choses dans la matière, ça peut passer par le fait de faire des choses chez soi. Ça va en plus nourrir la confiance en soi, ça va nourrir le fait qu'on est capable de manifester, même si au début c'est avec peut-être une autre façon de faire, on n'a pas acheté peut-être avec de l'argent qu'on n'a pas encore eu avec la somme qu'on souhaite avoir, mais on a par un autre biais manifesté. Et ça aussi c'est quelque chose d'intéressant et je vous rends la parole avec plaisir après pour que vous me donniez votre avis, mais cette notion de justement de parfois en fait l'intention va prendre un autre canal que celui qu'on avait imaginé, mais il va quand même se matérialiser si on y met des actions comme vous le disiez. Très beau, ouais. Sophie? Oui, j'adore cette idée-là et je trouve ça vraiment intéressant le fait que la maison est le reflet aussi de nos intentions. Et bah là, justement, je pars un peu dans tous les sens dans mon activité pro et j'ai réalisé il y a 2 jours que en fait mon bureau là où je travaille, il est grave en bordel en ce moment. Donc dans mes objectifs de ce week-end, il y a ranger mon bureau pour pouvoir remettre de l'ordre et donc avec cette intention de remettre de l'ordre, de réussir à bien prioriser tous mes objectifs professionnels. Et aussi dans la maison, moi j'aime bien mettre des petits papiers, des petites intentions un petit peu partout chez moi. Donc j'ai des petits post-it avec des petites intentions que je me note. Alors des fois ça peut être des trucs un peu génériques, un peu bateau, genre je lâche prise ou peu importe, mais des fois ça peut être des trucs hyper spécifiques et j'aime bien mettre des petits post-it, des petits papiers, des petites cartes d'oracle que j'ai tirées, les parsemer comme ça un petit peu partout chez moi pour donner cette énergie et amener, me guider justement vers cette intention. Parce que comme je disais tout à l'heure, le passage à l'action évidemment, mais j'aime aussi aider à matérialiser ces intentions dans l'invisible. Et je trouve que mon intérieur contribue aussi à la matérialisation de ces intentions avec l'invisible, quoi. Excellent, excellent. Complètement avec ça, parce que en fait, l'intention, au final, c'est une façon de focaliser l'énergie dans une direction. Ouais. Martine, tu peux nous donner ton point de vue coaching aussi, ça m'intéresse beaucoup. Et cette notion de la maison, comme tu l'as expliqué, pour toi, tu mets une intention consciente de ranger ton bureau ce week-end pour éclaircir tes idées et ranger tes idées. Et comme tu l'as illustré, tu peux aussi faire ça avec n'importe quel domaine de ta vie. Et tu peux aussi utiliser ta maison, comme tu l'as dit, pour mettre, tu parlais de cartes, pour mettre des éléments qui vont nourrir. Par exemple, en face de mon bureau, j'ai ce cadre avec marqué « Do what you love », aime ce que tu fais, fais ce que tu aimes. Et donc, du coup, je l'ai vraiment en face de moi. Et pour moi, ça focalise mon énergie quand je travaille je travaille pour faire ce que je veux faire, pour être vraiment dans ce que j'aime faire. Et c'est une façon de focaliser son énergie. On peut le faire avec n'importe quel domaine. Le travail, l'amour, avoir de meilleures relations avec ses enfants, avoir de meilleures relations avec ses parents, avoir de meilleures relations avec soi-même, avec son compagnon. Trop bien, très intéressant. Moi, j'ai adoré ce que tu as dit, Anne-Sophie, parce que ce que tu fais, en fait, quand tu poses des éléments dans ta maison un peu partout, c'est que tu crées des intentions où tu programmes ton cerveau, en fait. Et moi, je suis toujours vraiment motivée par ça. En tout cas, c'est quelque chose que je recommande toujours aux gens, c'est de se programmer. Et que notre cerveau, il fait qu'apprendre.
Donc, comme il fait qu'apprendre, eh ben, il faut lui apprendre des choses. Il faut pas hésiter à le cultiver avec des choses. Donc, ça, c'est de la programmation neurolinguistique, en fait, d'une certaine manière, ou de la programmation, que ce soit neuronale ou de la programmation d'intention. En se mettant des choses dans son champ visuel régulièrement, eh bien, on se dit des choses à soi-même. D'où le fait que mettre des choses dans son champ visuel qui sont négatifs, qui sont pas positifs ou qui font pas du bien, c'est pas une bonne idée. Parce que c'est une façon d'entretenir dans son cerveau une partie inconsciente qui est en train d'apprendre quelque chose qui a un message peut-être assez négatif. Et en particulier selon l'endroit où on le place dans la maison. Maud, elle nous le répète en long, en large à chaque fois, mais attention avec les symboliques qu'on utilise. Et ben justement, là, dans le principe de l'intention, c'est de garder des symboliques super positives. Par exemple, moi aussi, pour me motiver à faire l'exercice, parce que justement, c'est l'exercice qui me fait du bien, donc qui m'empêche d'avoir mal dans mon corps, etc. Donc, j'ai tout intérêt à utiliser en fait des éléments pour me faire de l'exercice. Eh bien, je laisse traîner mes éléments d'exercice dans mes zones de vie pour que je pense à les faire. C'est-à-dire, je vois mon élastique, je vois mes poids, je vois mes trucs et je me dis, allez, il faut se remettre à l'exercice là. C'est un truc, c'est une façon de se programmer. Donc, je trouve ça assez génial que tu te programmes aussi avec des cartes. Tu l'as dit d'oracle en fait, parce que tu fais aussi de l'accompagnement sur les oracles. Anne-Sophie, effectivement, vous êtes toutes les deux personnes qui avaient des profils où vous faites beaucoup de choses très différentes. C'est assez génial, j'aime beaucoup ça. C'est très riche. On s'ennuie jamais avec vous justement grâce à ça. Mais du coup, ouais, tu fais des oracles et tu utilises des oracles. Est-ce que, alors j'ai une question du coup un peu oracle parce que je me suis rendu compte qu'il y avait des tas de gens qui avaient ça. C'est est-ce que toi-même, quand tu tires un oracle, tu mets une intention sur ce que tu attends de la carte ou est-ce que tu te laisses porter parce que la carte va t'amener en fait? Ah, j'adore cette question. Ouais, je fais les deux en fait. Parfois, je tire une carte en disant, enfin sans intention, quoi, de laisser ce qui vient à moi et de prendre le message tel quel en mode total lâcher prise, sans aucune attente. Et parfois, bah comme ce matin, j'ai tiré une petite carte ce matin, un oracle que j'ai avec des dragons. Je me sens très connectée aux dragons en ce moment. Et donc, j'ai voulu tirer un dragon et j'ai posé l'intention de dire que c'est le dragon qui va m'accompagner sur tout le mois de novembre, sur toute Ok. ma vie, que ce soit pro, perso, sentimental, peu importe. Et donc, voilà, j'ai vraiment du coup là posé une intention d'avoir un dragon ou une dragonne qui va me guider pour tout le mois. Donc, j'aime bien faire les deux, en fait. Je trouve que c'est des exercices qui sont intéressants dans les deux cas. D'accord, trop bien. Et c'est quoi du coup le dragon qui va t'accompagner sur ce mois-ci? C'est confiance. Confiance, excellent. Excellent. Et ok, très très sympa. Maud, tu pratiques aussi un petit peu les oracles, hein? Alors, pas trop en ce moment parce que moi j'ai tendance à l'utiliser aussi un peu avec une forme de contrôle. Vous savez, un peu quand j'ai peur. Donc du coup, en ce moment, j'arrête un peu les oracles et je m'utilise un peu comme un oracle en fait, voilà. Mais par contre, oui, j'aime les oracles, j'en ai chez moi voilà, il y a des périodes où je vais les utiliser. En fait, parfois, je me sens appelée. Je sais pas comment ça fonctionne pour vous. En ce moment, je me sens pas appelée par les oracles, mais il y a des moments où je sens qu'il faut que je tire des cartes de tel ou tel oracle, et là, je vais le faire. Voilà. Mais là, je pense que je suis dans une période où je m'utilise un peu moi-même comme un oracle. Et toi, Martine? C'est c'est très intéressant. Moi, je tire les oracles pour les autres, mais assez peu pour moi-même. Et les rares fois où je le fais, effectivement, je le fais comme Anne-Sophie le fait, c'est-à-dire avec cette intention de voilà, je vais tirer quelque chose et je veux que cette carte me dise quel va être le travail sur lequel je dois avancer sur moi-même dans ce mois-ci pour pouvoir aider les autres. Parce que ce que j'ai compris, c'est que ce qui se passait dans ma vie va me permettre d'aider les autres ensuite. Donc, j'appelle avec les cartes à ce qui me donne en fait les clés sur lesquelles je dois travailler pour ne pas avoir déjà la meilleure possibilité d'accompagner mes clients, mais aussi d'être, on va dire, en phase avec moi-même. Ça continuer à travailler aussi en phase sur moi-même. Et en fait, justement, moi, c'est un petit peu ce côté où j'avais envie aussi qu'on parle dans ses intentions, sur le côté de, des fois, on a des intentions cachées. Et on ne fait pas exprès. D'ailleurs, il y a une petite expression que j'aime bien qui dit que l'enfer est pavé de bonnes intentions. Et on ne fait pas exprès, mais des fois, on est plein de bonnes intentions, mais en fait, ça cache d'autres intentions qui sont nos intentions inconscientes. Et j'aime bien aussi utiliser les oracles de temps en temps pour avoir un côté un peu révélation, c'est-à-dire pour qu'ils m'éclairent sur le fait de, bah tiens, en fait, j'ai envie de savoir quelle est la chose
qui se cache derrière ce comportement, en fait. Qu'est-ce qui se cache derrière? Qu'est-ce que j'arrive pas à m'avouer à moi-même? Qu'est-ce que j'arrive pas à me dire? Et j'aime bien parce que les oracles, ils vont me parler, ils ont pas d'intention, eux, les oracles. Ils viennent en mode, c'est une carte qui est venue où je me parle à moi-même, d'une certaine manière. Donc, ça va m'éclairer. Mhm. Et du coup, ça va révéler des intentions cachées. Voilà, du coup, je voulais vous parler un petit peu de ces intentions cachées. Est-ce que vous-même, vous arrivez à gérer vos intentions cachées? Comment vous les révélez? Comment vous travaillez avec des gens qui ont des intentions cachées? J'ai envie de tout savoir. C'est rigolo ce que tu dis, Martine. Ça me fait penser, j'ai eu une période dans ma vie où à chaque fois que je tirais les cartes, pour moi, hein, je sortais toujours la carte du pardon. Mais quel que soit l'oracle, tu vois, tout le temps le pardon, soit se pardonner ou pardonner, ou enfin. Et donc c'était clairement cette forme d'intention cachée, carrément. C'est que moi je tirais les cartes avec une intention pour savoir un truc, et puis bim, il y avait cette carte qui arrivait à chaque fois, et à chaque fois j'étais genre, oh, genre oh, ça saoule. Et au bout de la 10e fois où tu as la carte, tu dis ah non, mais là en fait c'est toujours pas fait quoi. Donc bon, j'avais trouvé ça assez rigolo comme période. Alors maintenant je la tire plus. Peut-être que c'est ok, que le travail a été fait, mais bon, du coup les oracles m'aident aussi à trouver ces intentions un petit peu cachées. Et puis là j'ai découvert depuis peu un nouvel outil moi qui m'aide vachement là-dedans, c'est l'exploration des mémoires akashiques. Et du coup, bah, pour aller voir bah, ces intentions cachées, en fait, je vais dans mes mémoires akashiques ou annales akashiques, où on trouve plusieurs termes. Et à chaque fois, je trouve que c'est hyper pertinent. Je dis, bah, qu'est-ce que j'ai à comprendre ou qu'est-ce que cette problématique m'amène à travailler en ce moment ou et ce genre de questions-là. Et en fait, je trouve qu'à chaque fois, c'est super pertinent. Parce que quand la réponse, elle vient et puis que ça fait un truc genre, oh, comme ça, souvent c'est que c'est la bonne réponse. C'est que c'est pas celle qu'on serait venu se donner avec le mental, où on pense qu'il faut avancer là-dessus, parce qu'en fait c'est confortable, parce que ça vient conforter notre ego. Là, avec ce genre d'outil, ça vient te donner le truc qui est vrai. Et justement, moi, je sens que quand ça vient me déranger, c'est que c'est pile poil le bon endroit, quoi. Mhm. C'est souvent un bon indicateur, effectivement. Quand ça chatouille, c'est que c'est là qu'il faut travailler. Et pour toi? Alors, très intéressant. Alors, du coup, pour moi, alors déjà, je vais te donner la réponse en deux parties. La première, c'est par rapport au Feng Shui, c'est dire que, justement, que ce soit pour soi ou pour les clients chez qui j'interviens, la maison va parler de ses intentions. Peut-être que la personne a eu l'intention de, par exemple, comment dire, faire entrer le couple chez elle, mais en fait, il n'y a rien qui laisse la place pour quelqu'un. Donc, en fait, la vraie intention qu'on pourrait peut-être rattacher à des croyances limitantes, c'était ma question pour vous ensuite, et la question des valeurs rattachées aux intentions. Mais la question de parfois on a, comme tu disais Martine, avec cette expression de comment dire, l'enfer est pavé de bonne intention, on a l'envie de quelque chose, on pense qu'on a envie de quelque chose, et en fait derrière l'intention elle est tout autre. Par exemple un homme qui peut-être a envie, ou une femme peut-être envie de vivre comment dire, des amours libres, mais qui évolue dans une famille où il faut absolument être marié, sinon on est une mauvaise personne. Peut-être que l'intention de se marier va ne pas du tout être l'intention qui est première. L'intention sous-jacente sera de vivre des aventures amoureuses, parce que c'est son parcours. Et on peut dupliquer ça avec autant d'exemples, autant de domaines de vie. Donc la maison va indiquer ces dissonances entre l'intention qu'on pense être réelle et l'intention sous-jacente qui est peut-être la vérité personnelle de l'individu. Donc déjà, le Feng Shui va parler. La deuxième chose d'un point de vue personnel, pour vous répondre, cette notion d'intention, oui, moi j'ai eu à les challenger parce que j'ai fait tout un travail et que je continue avec Martine en coaching, et j'ai fait tout un travail sur mon narcissisme. Donc du coup, le narcissisme, c'est ça, c'est oh là là, je veux être une bonne personne, je veux être la meilleure, mais en fait, derrière l'intention, c'est je veux être la meilleure, donc je suis toujours en compète. Je veux, comment dire... je veux des choses qui sont socialement acceptées, mais est-ce que c'est vraiment ce que je veux? Voilà, donc tout ce travail de défaire cette posture narcissique avec tout ce que ça représente derrière de fausses bonnes personnes. Je suis pas une grande fan de Harry Potter, mais justement, Martine, tu m'avais parlé de ce personnage, cette femme. Je te passe la parole pour que tu puisses peut-être mieux en parler. Mais ce personnage justement qui a l'air d'être la petite mamie parfaite, professeur petite mamie parfaite, et qui au final se révèle être une personne qui va maltraiter les autres. Donc cette notion d'accepter en fait aussi que
bah, qu'on n'est pas des bonnes personnes fondamentalement dans le sens où on est on est complexe et que ce qu'on peut penser être des bonnes actions, en fait, vont faire plus de mal que de bien. Enfin, je trouve ça passionnant ce que tu viens de dire parce que tu viens de dire qu'il y a une vraie différence entre désir, envie et intention. Et ça, c'est très très vrai. C'est-à-dire que si on fait des choses dans sa vie, des fois on voit pas que derrière c'est pour cacher autre chose, comme certains comportements. Anne-Sophie, elle va pouvoir rebondir dessus, d'autant plus qu'il y a des gens qui sont tout le temps sur leur téléphone et qui sont tout le temps en train de chercher des choses sur Internet ou sur des réseaux sociaux ou ce genre de choses et qui passent des heures en fait à scroller sur les différents réseaux sociaux en recherche et en quête de quelque chose. C'est quoi leur vraie intention derrière? Bah, c'est pas de se divertir. C'est pas tellement ça. Il y a une vraie recherche derrière. Il y a quelque chose derrière. Et où est-ce qu'elle est leur intention? La plupart des gens, ils savent pas. Ils le voient pas. Derrière beaucoup d'actions aussi, genre, je fais quelque chose de socialement très beau, j'aide les autres, je suis le sauveur des autres. Bah, derrière, c'est quoi l'intention? Bah, l'intention, c'est clairement celle de passer pour une bonne personne. Donc, c'est une intention qui est quelque part un peu narcissique, qui est un peu, on essaye de présenter et de mettre en avant en fait une qualité de soi-même. Donc, c'est hyper intéressant en fait de bien faire la distinction justement entre les actions et les intentions réellement qui sont derrière, parce que bah forcément. Moi j'adore le travail sur les intentions parce que c'est un peu du shadow work et forcément c'est un sujet que j'adore. Anne-Sophie elle comprendra d'autant mieux qu'elle s'appelle You de son nom de famille. C'est vraiment le côté, on observe réellement les intentions derrière. Et des fois, les intentions, elles sont pas positives. Des fois, c'est le fait de, je veux aider les autres parce qu'en fait, je veux me sentir supérieur aux autres. Parce que je veux me sentir au-dessus des autres. Parce que moi, j'ai pas besoin d'aide. Du coup, je peux aider les autres. Des fois, il y a des intentions qui sont un peu cachées. Des fois, faut gratter un petit peu. Moi, j'aime beaucoup faire ce travail avec mes clients parce qu'en plus, ça va les aider là où ils sont bloqués. Parce qu'à la plupart du temps, quand ils sont bloqués, ils sont persuadés qu'il suffit de se driver avec du positif dans une direction. Et puis, on regarde pas, en fait, réellement, qu'est-ce qui bloque, qu'est-ce qui empêche de. Et en fait, quelle est cette espèce de driver qui est caché derrière. Donc, c'est forcément très intéressant, ouais. Anne-Sophie, t'en penses quoi? Ben, ça me rappelle, on avait fait une séance de coaching ensemble, Martine, il y a un moment, ça fait au moins 2 ans, je crois, qu'on avait fait cette séance de coaching que j'avais beaucoup aimé justement sur cette idée d'intention, de part d'ombre par rapport à mon activité de formatrice. Et justement, bah, t'avais ressorti, enfin, on avait ressorti de la discussion ce côté hyper intéressant de bah, pourquoi je suis formatrice, bah, c'est pour bah, dire aux autres qui savent pas faire et que moi je sais et que bougez pas, je vais vous montrer comment faire, quoi. Et en fait, une fois que tu as conscience de ça, je trouve que c'est super intéressant parce que au moins tu sais avec quoi tu pars dans ton, que ce soit dans ton activité professionnelle ou autre. Là, l'exemple était pro, mais j'avais trouvé ça vraiment intéressant parce que bah, du coup, dans l'intention effectivement posée par rapport au développement de mon activité professionnelle, bah en vrai, il y a une part de ça et que bah finalement, si tu l'occultes et si tu fais comme si c'était pas là, bah c'est pas aligné, c'est pas cohérent et du coup, ça avance pas convenablement, quoi. C'est Oui, puis surtout de ce que je comprends de l'intention, c'est qu'elle va s'exprimer de toute façon. C'est que l'intention inconsciente, elle va pas être bon, ok, on me rejette, allez, salut avec comment dire, mon petit sac à dos, je pars ailleurs. Non, elle va être là, et elle va s'exprimer autrement. Et en plus de ce que j'entends de ton expérience, Anne-Sophie, c'est que j'imagine que ta pratique maintenant de formatrice a changé et que justement avoir pris conscience de cette ombre, tu as pu la transformer en lumière et trouver ce qu'il y avait d'intéressant dedans. Donc c'est ça que je trouve super dans ce shadow work et de challenger ses intentions. Complètement. De toute façon, quand on a les œillères là comme ça, qu'on fait comme si il n'y avait pas de part d'ombre ou comme si on la voyait pas, ça marche pas très très bien en général, hein. L'idée, c'est non. d'aller juste sauter ses œillères pour, comme tu le dis si joliment, Maud, de transformer ses parts d'ombre en lumière ou dans un premier temps en neutralité et après en lumière potentiellement. Parce que des fois, ça se fait par étapes, mais en tout cas, de venir être dans cet objectif et dans cette intention de transformation qui est quelque chose qui peut durer toute une vie, comme tu le disais justement en mode un travail, voilà, on démarre et puis bah, on a compris une intention, un désir, une envie, et puis après on avance sur autre chose, sur autre chose, sur autre chose, sur autre chose, et c'est un super chemin, quoi.
J'aime beaucoup la représentation dans le yin-yang. En fait, Mhm. quand on voit l'espèce du yin-yang, on pense que c'est un élément qui est statique. En fait, ça l'est pas du tout. C'est un élément qui est moteur. En fait, c'est que justement, dans le blanc, il y a du noir et dans le noir, il y a du blanc. Ça veut dire qu'il y a de la force motrice, en fait, qui se trouve dans les espaces d'ombre, en fait. Cette espèce de côté un peu de, c'est comme ça qu'on va créer, en fait, du mouvement. Et je pense que si on regarde vraiment, vraiment ces ombres, à un moment donné, on n'est pas dans le mode on va se détester, on est dans le mode de OK, je suis fait de ça. Et puisque je suis fait de ça, autant faire quelque chose d'extrêmement puissant avec ça. Mhm. C'est-à-dire de m'en servir pour créer une intention OK. Il y a des gens qui s'assument 100% dans, par exemple, leur narcissisme. Il y a des gens qui sont là, mais oui, mais je suis narcissique et c'est pas grave, ça me va bien. J'ai besoin de la reconnaissance des gens. Et ces gens-là, ils montent sur scène, ils deviennent des superstars, ils deviennent des personnages publics parce qu'ils ont besoin de cette reconnaissance publique perpétuelle. La plupart des humoristes qui se reconnaissent eux-mêmes ou d'artistes qui se reconnaissent eux-mêmes comme narcissiques, ils n'ont pas moins de public et moins de gens qui les apprécient. Ils ont des gens qui, justement, par leur authenticité, voient leur authentique besoin de reconnaissance et d'appréciation et se mettent en avant, en fait, grâce à ce désir-là. Donc, je trouve ça assez génial. D'ailleurs, je vais rebondir un peu sur un autre sujet qui est celui de l'intention collective. C'est-à-dire que aujourd'hui, quand une personne fait une bonne action, fait quelque chose de vraiment bien, on n'en parle pas beaucoup, en fait, pour être absolument sincère. On n'est pas en mode, on met en avant les gens qui sont hyper positifs, qui font des choses bien, etc. Par contre, on médiatise énormément les gens qui font des erreurs. Et du coup, je me pose la question de c'est quoi cette intention collective, en fait, qu'il y a derrière le fait de mettre en avant les gens qui sont, on va dire, discutablement acceptables ou qui ont des intentions qui des fois sont assez négatives, quoi. C'est vrai, bonne question. J'avais entendu une fois par rapport à la presse, notamment, qu'il s'était rendu compte que ça vendait plus, qu'il y avait plus d'audience quand il parlait de choses négatives que quand il parlait de choses positives. Et que bah finalement la presse internationale ou enfin télé ou papier, enfin peu importe, est beaucoup plus axée sur le négatif que sur le positif parce que eux leur objectif est un objectif qui est quand même purement bah, pécunier derrière, c'est bah faire de l'argent, avoir plus d'auditeurs, avoir plus de rentabilité et que donc visiblement la personne négative, que le fait divers hyper sordide est vachement plus rentable que la belle histoire du voisin du coin qui a fait une bonne action et qui a fait un truc sympa, quoi, malheureusement. Donc, je pense Mhm. que aussi, enfin moi j'ai la sensation de baigner là-dedans depuis que je suis née en fait dans ce truc-là. C'est d'ailleurs pour la raison pour laquelle je regarde jamais les infos, que je lis jamais la presse et que j'ai pas des applis, des trucs avec les infos parce que moi ça vient me bouffer complètement mon énergie. Donc je sais pas, moi je me dis qu'il y a peut-être un petit truc autour de ça. Mhm. Bon. Alors, on a eu une question. Je ne sais pas si je la pose maintenant. J'ai pas retenu le nom de la personne, mais la personne me demande si la reconnaissance, c'est pas une intention d'être aimé, une façon d'être aimé. Ah bah si, 100%. 100%. C'est même exactement ça. C'est-à-dire que le besoin de reconnaissance, c'est de pouvoir dire regardez-moi, voyez-moi, aimez-moi, parce que j'ai désespérément besoin d'être aimé, parce que justement, j'ai du mal à faire de la rétention de l'amour à l'intérieur de moi. Donc si, c'était une très très bonne question, très très intéressante. J'aimerais revenir sur le sujet quand même de Anne-Sophie qui est tu baignes dedans depuis que tu es enfant et du coup, toi, tu t'es coupé de ça. Moi, j'ai fait un peu la même chose pendant un certain temps. Je me suis coupée de ces choses-là. Et puis, je me suis rendu compte qu'il y avait une part de moi qui était, il fallait que j'embrasse en fait cette identité collective parce que, bah, comme tout le monde, j'étais quand même curieuse de ce qui se passait dans le monde, que j'avais absolument besoin de savoir un petit peu aussi quelles étaient les tendances parce que je me suis rendu compte qu'il y avait des espèces d'effets de mode dépressifs. C'est-à-dire que quand il y avait des périodes où on commençait à manquer d'argent, les gens venaient tous avec des problématiques de j'ai peur de manquer d'argent. Que quand on était dans des périodes de guerre ou de ce genre de choses, les gens avaient très très peur des conflits, très très peur de se disputer avec les autres. Donc, je me rendais compte qu'il y avait une intention collective qui crée une intention individuelle. C'est-à-dire qu'il y avait une véritable influence du collectif sur l'individuel parce que on n'est pas, parce que justement, on n'est pas coupés les uns des autres. On est tous connectés les uns avec les autres. Donc, forcément,
même si on se coupe des médias qui, eux, nous influencent énormément, les gens qui nous entourent, eux, ne se coupent pas des médias et se retrouvent sous l'influence et du coup nous influencent par domino. On n'y peut rien, c'est-à-dire qu'on est obligé de se mettre dans ce truc-là. Donc je me suis mise à faire une espèce de collecte saine de, quand je me renseigne sur ce qui se passe dans l'actualité, ce qui se passe dans le monde, ce qui se passe dans différents types de sujets. J'essaye de voir les courants en fait et les mouvements en fait qui se passent en termes émotionnels ou intentionnels. Et c'est vrai que là, les années passées, ça a été très très dur. Et je trouve que ça commence enfin à se clarifier. En tout cas, ces derniers temps, je trouve à voir ça se clarifie. On va pas parler de l'actualité P. Diddy, mais en fait, il y a une histoire avec Anne-Sophie, si tu regardes pas les infos, tu n'es pas au courant, mais il y a une histoire avec Puff Daddy qui s'est retrouvé à se faire attraper parce que lui-même, il avait fait des choses très très sombres. Et tout plein de gens, en fait, commencent à se faire en fait embarquer dans ce mouvement-là vers plus d'authenticité. Donc, on commence à avoir un vrai mouvement d'authenticité globale qui commence à se mettre en place, mais j'ai l'impression que c'est juste les prémices. Et c'est quelque chose que j'essayais moi de prêcher depuis des années parce que je pense que c'est super important, rien qu'au niveau vibratoire, d'être dans de l'authenticité. Mais c'est un mouvement qui est important et qui est intéressant, je pense, à suivre. Alors, je dis pas, hein, il faut pas absolument regarder les infos. Je conseille 50%, enfin 100% du temps de faire comme vous le sentez, hein, comme Anne-Sophie. Anne-Sophie, si elle, ça la bouffe, justement, elle-même, elle a besoin de préserver son énergie. Ce qu'elle fait pour les autres, c'est très important. Donc, son énergie, elle a besoin de rester extrêmement pure. Alors que moi, quelque part, ce que je fais pour les autres, j'ai besoin aussi de temps en temps de descendre au niveau des gens qui souffrent pour pouvoir vraiment comprendre leur souffrance universelle, sachant que moi, effectivement, je n'ai pas trop de problème avec l'idée de naviguer des fois dans des eaux un petit peu troubles, parce que j'accepte beaucoup mon côté sombre et que moi-même, je suis issue d'une enfance un peu sombre qui m'a beaucoup forgée là-dessus et qui, quelque part, me donne aussi de la force. C'est-à-dire que je vais aller puiser aussi dans le fait d'être sombre, quelque chose que je vais voir aussi dans l'autre et que je vais pouvoir faire écho dans l'autre. Voilà. En plus, par rapport à ce que tu dis, moi, je trouve ça très intéressant, cette notion d'influence qui peuvent effectivement influencer nos intentions. Et puis se dire que tu parlais ça tout à l'heure aussi, le fait de vouloir se montrer ou de vouloir peut-être aider les autres, etc. En fait, bon là, je prends la casquette de l'astrologue, mais on a tous des paramètres différents. Après, on en fait ce qu'on en fait dans notre vie. On n'est pas déterminé par ces paramètres, on n'est pas déterminé par notre carte du ciel, mais ça peut nous aider à clarifier les intentions, tout comme le coaching, tout comme ce que tu fais aussi, bien sûr, Anne-Sophie, dans tes formations et dans tes pratiques. Et en fait, je pense que, encore une fois, comme on vient de se le dire sur tous ces sujets-là, en fait, c'est très important de se positionner avec qui on est. Et il y a un sujet que je trouve très intéressant, cette notion de croyance. J'ai fait un coaching très récemment avec Martine et j'ai mis et Martine a mis au jour une de mes croyances limitantes, ce qui fait que j'avais une intention qui n'était pas du tout celle que je voulais. Et il y a cette question justement de lien, selon vous, entre les croyances aussi, parce qu'on parle de collectif, qui nous influence, d'où ma question, du trauma aussi, tu en as parlé Martine, c'est-à-dire du vécu qui va influencer. Donc toute cette notion de comment, pour les personnes qui nous regardent, s'aider à clarifier ce qui va influencer ce focus d'énergie qu'est l'intention. C'est un super sujet. Il est super vaste. Anne-Sophie, tu veux répondre? Je saurais pas trop quoi dire, mais ouais, je trouve ça super intéressant, oui, d'aller explorer ça. Et ouais, je sais pas trop comment rebondir. C'est très intéressant. Écoute, Ouais. moi, ce que je te propose, c'est que tu nous parles un petit truc que toi, tu vois, qui est comment tu vois les énergies négatives des gens? Comment ça se passe quand tu vois les énergies négatives des gens? Comment tu fais pour voir les intentions, en fait, qui sont un peu derrière? Euh, Tu veux dire en consultation Oui. ou dans la vie? Oui, en consultation. Ouais. En consultation, en fait, moi, il y a un phénomène qui s'instaure d'intuition, enfin de communication avec un espace invisible, de clairaudience, souvent où j'entends des infos. En fait, et c'est un peu comme ça, moi, que j'arrive à avoir
ces intentions-là. Et je demande aux personnes avant les séances de poser leur intention, en fait. Et très souvent, bah, leur intention, donc c'est OK, ça résonne vachement bien avec leur énergie, tout va bien. Mais parfois, quand je commence la séance avec la personne, bah, j'ai une séance il n'y a pas longtemps là, avec une personne qui révise pour des examens là, et la personne avait posé comme intention réussite et je sais plus quoi, enfin bon, des intentions vraiment voilà, de réussir, de sérénité. Et moi, dès que je me suis connectée à cette personne, j'ai entendu concentration. Et donc, cette personne, elle avait pas besoin de réussir parce que ça, elle va réussir. Elle avait pas besoin de détente parce que finalement, peut-être que son anxiété, en vrai, elle l'aide dans son processus de révision, hein, parce que parfois, ces parts d'ombre, justement, elles viennent finalement nous aider et nous apporter du positif. Mais qu'en fait, le vrai truc dont elle avait besoin, c'était de la concentration, d'être dans l'instant présent quand elle révise et puis d'être vraiment dans cet instant présent au moment où elle passe son examen et pas de penser au résultat et à qu'est-ce que je vais faire si je l'ai pas, qu'est-ce que je vais faire si je l'ai ou autre, vraiment d'être focus. Donc et le mot m'est venu un peu comme ça sans que je sache trop ni comment ni pourquoi, à vrai dire. Très intéressant. En fait, tu as des intuitions, des jets d'intuition en fait qui viennent en toi et qui vont te donner les indications pour détecter des choses. Ouais. Et toi, Maud, quand tu détectes les intentions chez les autres, c'est un peu la dissonance entre ce que la personne te dit et ce que tu découvres dans la maison de la personne, en fait. Oui, en fait, bah, déjà, je suis aussi très intuitive. Donc il y a ça. Je peux avoir des intuitions. Quand je vais être chez quelqu'un en feng shui, il va y avoir aussi bien la façon dont la personne va parler, ce qu'elle va traduire, mais aussi ce que la maison va traduire. La dissonance, tu l'as dit effectivement, entre ce que la personne va dire et ce qui va se traduire par sa maison. Et puis également, ouais, également bah, tout ce qui va être alors, je suis ascendant Scorpion, donc aussi cette notion de quelque part, j'ai un peu un bullshit détecteur que j'ai réussi à décrasser avec tes séances, Martine, en me faisant plus confiance. Et du coup, se dire, bah là, ça résonne pas en fait. Mais comme vous le disiez toutes les deux, et on le redit ici pour les personnes qui nous suivent, c'est pas forcément mal intentionné de la part des personnes. On le fait tous. Dans un épisode précédent, tu le disais, Martine, qu'on se ment tous à soi-même à différents degrés, différents niveaux, et que justement l'intérêt des thérapies telles que on les propose toutes, c'est qu'en fait, c'est différents outils pour mettre en lumière des choses et se connaître soi-même et d'être de plus en plus dans sa vérité personnelle. Donc c'est vraiment ça en fait. Et du coup, ça m'intéresse aussi cette notion, je sais pas pour vous, d'un peu d'intention de vie. Alors sans être dans des choses, mais un peu cette notion de et que je raccroche à des valeurs. Je sais pas ce que vous en pensez, mais un peu cette notion de est-ce qu'on n'a pas tous un peu cette intention prénatale qui fait que ça va déterminer les choses dans notre vie et qu'on va avoir notamment des valeurs fortes que d'autres n'auront pas parce qu'en fait on était venu expérimenter ça. Tu parles de prédétermination d'une certaine manière, c'est-à-dire le fait de on vient pour apprendre une leçon de vie dans cette existence et on va accomplir quelque chose en rapport avec cette leçon de vie. Alors moi j'ai cette croyance que effectivement c'est quelque chose d'extrêmement profond. On est là pour éclaircir des choses et si on savait, bah, quelque part on s'ennuierait. C'est-à-dire que on est là pour passer son temps à essayer de le découvrir et à passer son temps à s'éclairer. Donc moi je dirais méfiez-vous toujours des gens qui vous disent oui mais ça c'était ta mission de vie et du coup t'es venu pour faire ça parce que je pense qu'il y a une vraie phase de découverte perpétuelle. En plus, je pense qu'on n'en a pas qu'une. Je pense qu'elle est tellement complexe qu'on n'en a pas qu'une. On peut en avoir plusieurs. Je ne sais pas si nos mots sont capables réellement de manifester ces choses-là. Je ne sais pas ce que tu en penses, Anne-Sophie. Toi qui es un peu plus dans l'invisible que moi, entre guillemets, parce que moi, je suis hyper pragmatique. Même si je vois des choses dans l'invisible, je suis vachement plus calée sur ce que les gens font dans la matière, très clairement. Parce que je pense que c'est aussi parfois plus accessible par certaines personnes qui n'ont pas les perceptions que moi j'ai. Et c'est une façon de leur offrir aussi une interface. Mais toi, tu t'en penses quoi un peu de ça?
Bah, j'aime bien l'idée, comme tu disais aussi, que on avait potentiellement plusieurs éléments, oui, à venir explorer, à venir guérir ou à venir découvrir, que sais-je, dans une même vie, en fait. Et c'est vrai que d'en savoir une et qu'on nous en dise une, ça peut être un petit peu réducteur. Clairement, parce que voilà, il y a souvent pas que ça. Et ce que j'ai exploré aussi, moi, parfois dans certaines séances que j'avais trouvé assez marrant, c'est que quand on va explorer une de ces facettes-là, il y a des gens qui trouvent que le message, il est hyper naze. Parce que pendant un moment, alors ça, je fais plus justement d'hypnose un peu spirituelle pour donc aller questionner une ou plusieurs missions de vie. Et en fait, quand tu es en séance et que tu sors à la personne que sa mission de vie, c'est aimer, les gens à la fin de la séance, en fait, ils sont là genre saoulés, quoi, tu vois, alors que, bah, voilà, quoi. Enfin, donc j'aime bien l'aspect que c'est multiple et puis aussi l'aspect que ces fameuses missions, intentions que notre âme a pu poser au début de notre incarnation, comme cet aspect que tu disais Maud, en fait ça peut être un truc genre qui nous semble ultra basique mais qui en vrai est juste fondamental, quoi. Genre ce que je suis venue expliquer l'amour ou bien la liberté ou je ne sais quelle valeur, bah ça peut sembler bateau et en vrai c'est tout le contraire, quoi. Ouais, c'est très juste ce que tu dis, c'est très beau. Et justement, en astrologie, on va pouvoir, comment dire, décortiquer ce genre de choses. Et l'objectif, c'est de te dire, on est dans une société qui valorise le narcissisme. Et de ce fait, on va valoriser le travail, l'ambition, se mettre sous les feux des projecteurs. Mais encore une fois, comme tu l'as dit, et c'est très beau, apprendre à aimer sincèrement, c'est absolument magnifique. Apprendre à cultiver son jardin, à respecter la terre, c'est absolument magnifique. Toutes les personnes là qui militent pour un futur meilleur d'un point de vue écologique, d'un point de vue sociétal, comme tu le disais Martine, tous les mouvements qui sortent actuellement, moi je trouve ça magnifique aujourd'hui d'entendre des femmes être beaucoup plus solidaires qu'il y a 5 ans, 10 ans. Je sais que c'est un sujet qui te tient à cœur, Martine, et pour lequel tu avais œuvré et tu œuvres dans la matière en mettant en place des choses. Et aujourd'hui, je sens vraiment dans la façon dont certaines femmes réagissent beaucoup plus de solidarité, beaucoup plus de je te crois, c'est inacceptable ce qui s'est passé quand il y a eu des problématiques, ou beaucoup moins de compétition. Et ça, c'est le fruit voilà, d'action d'autres femmes qui ont mis en place des groupes d'entraide comme tu as fait Martine, du mouvement MeToo qui a quand même mis un gros coup de pied dans la fourmilière, plein de choses comme ça. Et donc en fait cette notion, et j'ai perdu le fil parce que ça me passionne, mais en fait effectivement cette notion de comme tu l'as dit Anne-Sophie, ça y est, bon je vais retrouver, comme tu l'as dit Anne-Sophie, cette notion de bah en fait ta mission de vie, si c'est aimer tes enfants sincèrement et leur permettre d'être des adultes, enfin déjà des enfants heureux et après des adultes heureux et qui vont pas avoir besoin de se déconstruire pour se reconstruire, ben franchement, t'as autant de valeur qu'un président de la République ou que le président de l'ONU, etc. T'as œuvré pour quelque chose de beau. Complètement. Exactement. Moi, j'adore. Anne-Sophie, tu veux rajouter quelque chose? Oui, je voulais rajouter un point, parce que j'aime bien, moi, cette notion qu'il y a dans cette intention de vie, mission de vie, ou appelons ça comme on veut, que c'est souvent, c'est pas dans le faire, mais c'est dans le être. Et que bien sûr, les gens, ils viennent avec cette notion de faire, genre, bah, qu'est-ce que je dois faire comme métier pour ma mission de vie? Bah, en fait, ça a potentiellement rien à voir, en fait. Et tu peux être complètement épanoui dans ta vie en étant, bah, j'adore l'exemple que tu as pris, Maud, effectivement, quoi. Peut-être que, bah oui, ta mission, c'est de venir accompagner tes enfants à être des humains respectueux, aimants, et que, en fait, potentiellement, c'est plus intéressant et plus important que d'être président de l'ONU parce que tu es et tu incarnes cette personne complètement pour accompagner les gens que tu aimes plutôt que d'être dans du faire constamment et qui peut-être nourrit moins ton âme finalement. J'adore. Vachement intéressant. J'adore qu'on conclue là-dessus. C'est magnifique. C'était un super sujet aujourd'hui. Je voudrais poser une dernière intention. C'est une intention de gratitude parce que merci à vous de partager vos savoirs et de nous permettre d'échanger justement, de pouvoir faire ces choses-là. Merci à toutes les personnes qui justement, comme tu l'as dit, sont pas là pour être président de l'ONU ou président de la République ou une star qui monte sur scène.
mais qui justement amènent leur petite pierre à l'édifice. Moi, je me suis souvent considérée pendant longtemps, ça a été une frustration, puis au bout d'un moment, je me dis c'est génial, en fait, j'ai la meilleure position du monde, comme un espèce de personnage non joueur, tu sais, un petit peu dans les jeux vidéo, ce personnage où il y a un point d'exclamation au-dessus de sa tête, il y a une mission à venir faire auprès de moi, mais moi d'être en mode où c'est pas moi qui vais chercher les gens, c'est les gens qui viennent vers moi. Et en fait, c'est quelque chose que j'ai fini par accepter en me disant mais c'est génial comme existence. Je suis quelque part c'est pépère. D'une certaine manière, c'est plutôt pépère. C'est les gens viennent me voir parce qu'ils ont envie de passer cette mission-là auprès de moi et puis d'aller découvrir d'autres choses dans le monde. Et j'ai pas le monopole de l'attention, mais je suis cet élément qui est à disposition des autres. Et je trouve que cette mission elle est géniale, donc j'ai de la gratitude aussi pour ça. Donc je propose de poser une intention de gratitude. Merci à vous les filles d'avoir participé. Merci Anne-Sophie d'avoir accepté notre invitation. C'est très bien. Merci Maude pour ton partage. Et on vous souhaite une excellente journée. Merci à tous les gens qui nous ont écoutés. Merci à vous. Merci. Salut les filles. Salut. Salut.